Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Tout a commencé par un accident de voiture. J'étais la passagère. Nous rentrions du lycée en voiture. Mon frère, Étienne, était au volant. J'étais sur le siège avant, mon casque sur les oreilles, n'écoutant qu'à moitié ses plaintes à propos d'un stage que maman le pressait de solliciter. Puis, il y a eu le crissement des pneus, le coup de volant soudain et le bruit de la tôle qui se déchire. Je me souviens du sang, le mien, de la douleur, du vert, ensuite le noir. Quand je me suis réveillée, ce n'était pas avec mes parents en larmes ou me tenant de la main. C'était sous des néons et l'odeur d'antiseptique. Mes bras étaient bien fixés à des perfusions et mon torse me faisait mal comme s'il avait été déchiré et recousu. J'ai cligné lentement des yeux, essayant de comprendre où j'étais. Ma bouche était sèche. J'ai essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti, seulement un faible gémissement. L'infirmière a remarqué que j'étais consciente et a appelé quelqu'un. Quelques instants plus tard, ma mère et mon père sont entrés, mais sans la panique ou le soulagement de parents qui ont failli perdre leur fille. Ils semblaient fatigués, non par l'inquiétude, mais par le dérangement. « Elle est réveillée », a dit ma mère au médecin, froidement. Non pas à moi, elle n'a pas pris ma main. Mon père n'a pas croisé mon regard. Le médecin m'a souri, soulagé. « Vous avez subi une opération majeure. Vous avez perdu un rein dans l'accident, mais vous êtes stable maintenant. Nous vous avons sauvé. » Ensuite, j'ai essayé de demander des nouvelles d'Étienne, mais ma gorge me brûlait. L'infirmière m'a donné des copeaux de glace. Quand j'ai finalement réussi à m'exprimer, ma mère a répondu avec un air d'ennui. « Il va bien. » Il s'en est sorti avec des égratignures. « Toi, par contre, tu devras rester un moment. » Elle n'avait pas l'air bouleversée, juste agacée. Les jours se sont brouillés. J'étais coincée dans ce lit d'hôpital du CHU de Nantes, essayant de me reconstruire, corps et esprit. Étienne ne s'est jamais venu me voir. Mes parents non plus, sauf quand ils y étaient obligés. Je pensais que c'était peut-être le choc, la culpabilité, qu'ils ne savaient pas comment gérer ce qui s'était passé, jusqu'à cette nuit où je me suis réveillée et où tout a basculé. Il était tard, j'avais du mal à dormir, la douleur trop vive, la chambre trop froide. J'étais à moitié assoupie quand j'ai entendu des voix devant ma porte. J'étais sous perfusion, faible, mais assez éveillée pour écouter. C'était ma mère et mon père qui parlaient au médecin, chuchotant. « Alors, vous dites donc que si nous prenons son autre rein? » La voix de ma mère. « Elle ne survivrait pas à ça, » a répondu fermement le médecin. « Elle en a déjà perdu un. Retirer le second signifierait. »« Mais Étienne en a besoin, » a interrompu mon père. « C'est lui qui a un avenir. Ce n'est qu'une fille. Elle ne sait même pas ce qu'elle veut dans la vie. Elle ne pourra plus jamais porter de poids ni courir. Elle est déjà limitée, » a ajouté ma mère d'un ton monocorde. Ce serait un sacrifice qui a du sens. Le médecin était sidéré. « Vous parlez de tuer votre fille. »« Elle ferait quelque chose de bien pour une fois, » a claqué ma mère. Je ne pouvais plus respirer. Mes propres parents essayaient de m'offrir comme donneuse pour sauver Étienne. Ils ne m'avaient pas demandé. Ils ne m'avaient rien dit. Ils planifiaient ça derrière des portes closes. Mon estomac s'est noué. J'ai tiré les draps sur mon visage et j'ai essayé de rester immobile. Je voulais crier. Je voulais arracher les perfusions et courir, mais je ne pouvais même pas lever le bras. Les larmes coulaient sur mon oreiller. J'avais toujours su qu'ils aimaient plus Étienne. C'était le fils en or, celui dont il se vantait. J'étais toujours l'idée de dernière minute, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait prêt à mettre fin à ma vie juste pour maintenir en vie son avenir parfait. Ils sont partis. J'ai attendu le matin pour parler, et j'ai décidé à cet instant que je m'en sortirais. Je vivrais, mais pas seulement pour survivre. Je m'assurerai qu'ils n'oublient jamais ce qu'ils ont essayé de me faire. Jamais. Le lendemain matin, j'ai demandé tranquillement à l'infirmière si je pouvais parler à l'assistante sociale de l'hôpital. Je n'ai pas dit pourquoi. Je lui ai juste dit que je me sentais en danger. L'infirmière a hoché la tête avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. Quelque chose dans ma voix a dû lui dire qu'il ne s'agissait pas de douleur ou de rétablissement. Il s'agissait de survie. Dans l'après-midi, j'étais assise, à peine calée dans mon lit, tandis qu'une femme au visage bienveillant nommée Judith était assise en face de moi avec un bloc-notes et la voix la plus douce que j'ai jamais entendue. Je lui ai tout raconté. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. J'étais
trop engourdi. J'ai juste parlé à voix basse, pesant mes mots. Mes parents ont demandé à un médecin de prendre mon rein restant pour mon frère. Ils ont dit que je n'avais pas autant de valeur. Judith a cligné des yeux une fois, puis a fermé son bloc-notes. C'était tout ce que j'avais besoin de dire. Ce jour-là a tout changé. Je n'ai plus revu mes parents pendant une semaine. Judith a déposé une plainte éthique à l'hôpital. Une ordonnance de protection a été placée sur ma chambre. Mes décisions médicales ne pouvaient plus être consultées ou modifiées par ma famille. Je ne m'étais jamais sentie aussi terrifiée et pourtant si libre. Judith m'a aidée à prendre des dispositions. Je n'avais pas encore 18 ans, à quelques mois près, mais avec la permission d'un juge et les enregistrements du système audio de l'hôpital qui avaient capté des parties de cette conversation devant ma porte, on m'a accordé la séparation légale temporaire d'avec mes parents. Ils ne pouvaient pas me toucher, ni légalement, ni physiquement. Quand mes parents l'ont découvert, ils ont hurlé de rage. Ils ont fait irruption dans la salle d'attente de l'hôpital et ont tenté d'exiger l'accès. La sécurité les a escortés dehors. J'ai regardé par ma fenêtre ma mère pointer du doigt le bureau de l'infirmière, hurlant « Elle lave le cerveau de notre fille. Cette fille nous appartient. » Je ne leur appartenais plus. Pas après ce qu'ils avaient dit. Pas après ce qu'ils avaient planifié. La nouvelle s'est répandue discrètement parmi le personnel. « La fille reine », m'appelaient-ils. Quelques infirmières ont pleuré en entendant mon histoire. Un médecin est entré et a posé une main sur la mienne en disant « Vous méritez de vivre selon vos propres termes. » Après 3 semaines, j'ai été confiée au service de SSS, de l'aide sociale à l'enfance. Ce n'était pas glamour. L'appartement dans le quartier de Saint-Pierre à Bordeaux était petit. Le matelas mince, mais c'était sûr. La sécurité était tout. J'ai terminé le lycée en ligne pendant ma convalescence. J'ai travaillé la nuit dans une librairie et j'ai économisé chaque centime d'euro. J'ai refusé l'aide pour l'université même lorsque les services sociaux l'ont offerte. Je ne voulais rien qui vienne avec une condition. Je voulais le contrôle total de ma vie. J'ai finalement changé mon nom de famille. J'ai pris le nom de jeune fille de mon arrière-grand-mère, Dubois, un nom qui n'avait aucun lien avec ces gens qui se disaient ma famille. Les années ont passé tranquillement, mais je n'ai jamais oublié ce qu'ils avaient essayé de faire. Pas quand j'ai obtenu mon premier emploi dans une start-up de santé. Pas quand j'ai grimpé les échelons en 3 ans pour devenir responsable des opérations. Et certainement pas quand, à 24 ans, je suis devenue copropriétaire de l'entreprise que j'avais aidé à bâtir. Et encore moins lorsqu'un nom familier est apparu dans une recherche de candidat exécutif pour notre nouveau poste à pourvoir. Étienne, mon frère. J'ai fixé le CV comme s'il s'agissait d'un fantôme. Il n'avait aucune idée. Il n'avait aucune idée que j'étais encore en vie et que je prospérais. Il pensait que j'avais disparu dans un système, que je m'étais éteinte, sans voix. Peut-être croyait-il même que j'étais morte, que papa et maman avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Mais je n'étais pas morte. J'avais simplement construit tranquillement l'avenir qu'il n'avait jamais cru que je pourrais avoir. Et maintenant, c'était moi qui allais détenir son destin. Je l'ai invité à un entretien en personne. Il a accepté. Il n'a pas reconnu mon nom sur l'invitation. Bien sûr que non. Et il ne s'attendait certainement pas à entrer dans la salle de réunion des cadres et à me trouver assise à la tête de la table, les yeux fixés droit dans les siens. Sa bouche est tombée. « Toi » a-t-il bégayé. « Tu es vivante ?» J'ai souri. Vivante, en bonne santé, et plus la tienne à réduire au silence. Étienne ne savait pas où regarder. Ses yeux passaient du sol en marbre au mur de verre, encadré d'or derrière moi, au prix que j'avais remporté. Mais il revenait toujours à mon visage, mon expression calme, ma force, la force qu'il n'avait jamais cru que je pouvais avoir. « Tu es la directrice des opérations », a-t-il répété, sa voix se brisant. Je me suis penchée en avant, les doigts entrelacés. « Oui, de l'entreprise que tu m'en dis de rejoindre. Celle à qui tu as envoyé un CV sans faire de vérification d'antécédents. » Il a essayé de sourire. « Écoute, j'étais juste en train de saisir des opportunités. Je ne savais pas, Tu ne savais pas que je survivrais? Ai-je demandé. Ou que je deviendrais plus qu'une donneuse sur un lit d'hôpital? Étienne a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pas un mot. J'ai lu ton CV, ai-je poursuivi, tapotant dessus avec un doigt manucuré.
Tes notes sont moyennes. Ton expérience est mince, mais ton sentiment de droit, il est intact. Il a dégluti. Écoute, je ne savais pas ce que maman et papa ont dit. Je n'ai pas participé. Ils sont venus à l'hôpital et ont dit à un médecin de prendre mon organe sans me le demander. Ai-je dit, ma voix s'élevant, maintenant. Ils ont dit, elle n'est pas aussi importante qu'Étienne. Je les ai entendus. J'étais réveillée. Sais-tu ce que cela fait à quelqu'un à 17 ans? Il a baissé les yeux. Dis-moi, Étienne, qu'est-ce que ça fait de passer un entretien d'embauche pour un poste dans l'entreprise appartenant à la fille que tu croyais jetable, qui devait disparaître? S'il te plaît, a-t-il murmuré, j'ai besoin de ce travail. Les choses n'ont pas été faciles. Je me suis levée lentement, me dirigeant vers la fenêtre. La ville scintillait en contrebas. Ma voix était glaciale. Tu peux dire à maman et papa que j'ai entendu chaque mot et que je suis maintenant dans une position qu'ils n'atteindront jamais. Puis je me suis tournée pour lui faire face. Quant à cet emploi, une pause. J'ai créé une politique ici, une qui protège les personnes qui ont été trahies par leur famille, qui ont été traitées comme rien. Alors, non, Étienne, tu ne vas pas enfiler un costume, entrer dans cette entreprise et agir comme si rien ne s'était passé. Son visage est devenu rouge. Tu es en train de ruiner ma vie. J'ai incliné la tête. Oh, tu veux dire, comme vous avez tous essayé de ruiner la mienne en volant mon corps, ma liberté, mon avenir? Il a lancé un regard noir. Tu as toujours joué la victime. Je me suis penchée juste assez pour qu'il puisse entendre chaque mot. Non, Étienne. J'étais la victime. Maintenant, je suis la fin. Il est sorti en trombe. Je suis restée là un instant après son départ, calme, sereine, puis j'ai appelé les ressources humaines. Mettez ce nom sur liste noire de façon permanente et envoyez une notification à nos entreprises partenaires. Ils ne l'embaucheront pas non plus. Cette nuit-là, je suis rentrée dans un appartement modeste avec vue sur la Garonne. Je n'avais pas besoin d'un hôtel particulier. J'avais quelque chose de plus précieux. La paix. Je me suis assise sur le balcon et j'ai lu l'email de l'hôpital. Il lançait une campagne pour protéger les mineurs contre le contrôle parental non éthique dans le domaine du don d'organes. Il la nommait, d'après moi, le protocole de Claire. Claire, mon nouveau nom, mon vrai nom. Pas celui que mes parents m'avaient donné. Celui que j'avais choisi lorsque je m'étais libérée. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, mais je connaissais l'écriture. Elle venait de mes parents. À l'intérieur se trouvait un plaidoyer désespéré. Ils étaient en ruine financière. Mon frère ne trouvait pas de travail. Ils perdaient leur maison. Ils demandaient si je pouvais les aider en tant que fille. J'ai répondu par écrit. J'étais votre fille quand j'étais inconsciente dans un lit d'hôpital. Vous avez choisi votre fils. Vivez maintenant avec ce choix. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Mais parfois, tard dans la nuit, je pense à ce moment à l'hôpital où j'étais à moitié éveillée, les tubes dans le bras, et où j'ai entendu ma propre mère demander à un médecin « Pouvons-nous prendre son organe pour notre fils ?» Et je souris, car il pensait que c'était la fin de mon histoire. Il n'en avait aucune idée. Ce n'était que le commencement.